L'arrivée du réacteur a profondément transformé l'aviation dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Traduit par un bond en avant des performances, cette motorisation s'est clairement imposée au détriment du moteur à piston dès les années 50. Ainsi, les constructeurs automobiles se sont logiquement posé la question s'il n'allait pas arriver la même chose à leur secteur. Alors autant étudier la faisabilité de turbines dédiées aux 4 roues et de réaliser quelques prototypes comme démonstrateurs technologiques. Ayant produit des réacteurs centrifuges pour Rolls-Royce pendant la guerre, les Britanniques de chez Rover sont les premiers à adapter cette technologie à l'automobile. Ainsi naît la Jet One. Propulsée par une turbine à gaz et développée pendant 2 ans, elle atteint 240 km/h en 1952. En appliquant la même recette, Fiat a réalisé au début des années 50 une auto intégrant une turbine de près de 300 chevaux dans un châssis de course. Nommée tout simplement Fiat Turbina, elle sera présentée au Salon de Turin en 1954 où elle y fera sensation. Renault, de son côté, prépare une voiture de record en s'associant avec la société Turbomeca. L'étoile filante bat le record de vitesse des voitures de moins de 1000 kg en 1956 avec un 309 km/h sur le lac Salé de Bonneville grâce à une turbine de 270 chevaux et d'un aérodynamisme poussé. De l'autre côté de l'Atlantique, General Motors, dans une même démarche, réalise les très extravagants concept cars Firebird, mais mise plus sur le côté futuriste que sur les performances comme le font les Européens. Ces autos complètement folles intègrent même un autopilote, un détecteur de ligne blanche ou même des commandes électriques avec un joystick à la place du volant. Des technologies qui arrivent à peine aujourd'hui dans nos voitures. Mais de tous les constructeurs, un y croit plus que les autres, c'est Chrysler. A l'inverse de toutes les démarches précédemment citées, Chrysler réalise une auto bien plus pragmatique. Une simple belvédère de série pour y intégrer une turbine de modeste puissance. Chrysler profite de ce prototype pour réaliser une traversée des États-Unis de New York à Los Angeles pour faire la promotion d'une possible future motorisation au catalogue. Si l'enthousiasme entoure la voiture à chacune de ces étapes et que de nombreux badauds sont autant de futurs clients potentiels, Chrysler se confronte au même problème que tous les autres constructeurs précédemment cités. Si la fiabilité de la turbine est un très gros avantage par rapport au moteur à piston, du fait des petites quantités de pièces en mouvement, des faibles vibrations et de l'absence de système de refroidissement, le coût de fabrication, lui, est astronomique. La consommation très importante et entre autres désagréments, les températures des échappements, aux alentours de 500 degrés, font un peu tout fondre si on reste au ralenti. Et si tous ces défauts ont précipité l'arrêt de tous les développements en cours chez les autres, Chrysler persévère et réalise au début des années 60 une nouvelle auto nommée simplement Chrysler Turbine. Elle intègre une nouvelle turbine qui efface presque tous les désagréments des précédentes versions. En effet, les coûteuses pièces mobiles sont simplifiées grâce à de nouveaux procédés de fabrication et la mise en place de régénérateurs, des échangeurs RR rotatifs, permettent de réduire la consommation mais également les températures d'échappement. De même, des ailettes mobiles de contre-pression permettent d'obtenir un frein moteur, à l'instar des moteurs conventionnels. C'est Elwood Engel qui a dessiné la Ford Thunderbird entre autres, à qui l'on doit cette superbe ligne avec un dessin de la poupe et des phares très inspirés de l'aéronautique à réaction. L'intérieur est plutôt conventionnel, mais possède lui aussi quelques rappels en rapport avec l'exceptionnelle motorisation, dont un compte-tours gradué jusqu'à 60 000 tours minute. Avec ses 130 chevaux, l'auto propose des performances tout à fait respectables, et Chrysler en fabrique une cinquantaine de pré-séries et en fait la promotion de manière tout à fait étonnante. En effet, 300 clients de la marque sont choisis comme un échantillon de potentiels clients et on leur prête l'auto gratuitement pendant 3 mois. Parcourant un total de 2 millions de kilomètres pendant l'opération, Chrysler, en plus d'un sacré coup de pub, recueille de précieux avis, d'un retour sur la fiabilité de l'auto et de beaucoup de promesses d'achat. Mais tout n'est pas blanc pour autant. Si la turbine par définition peut indifféremment fonctionner avec différents types de carburants comme l'essence sans plomb, le kérosène, le diesel ou même l'alcool, d'ailleurs on fera tourner l'auto à la tequila au Salon de Mexico et au parfum Chanel à celui de Paris. À cette époque, l'essence la plus souvent disponible à la pompe aux USA est l'essence plombée. À éviter, car elle laisse des dépôts qui dégradent le moteur. Et malgré les réductions de coûts de fabrication, Chrysler devrait mettre l'auto en vente autour des 12 000 $, alors que la plus chère des Cadillac, de 1964, est à 6 000 $. Et une réduction de la pollution automobile imposée par le gouvernement américain la même année va définitivement avoir raison du projet. Les carrosseries ayant été fabriquées par Ghia en Italie, pour des raisons de droit de douane et dues à leur statut de prototype, les autos sont détruites, et seuls 9 exemplaires survivront à ce massacre pour lesquels on a accepté de payer les taxes.
Même si c'est dans une moindre échelle, Chrysler continuera ses recherches et ses développements sur les turbines en améliorant sans cesse les performances à tous les niveaux jusque dans les années 70. Mais une nouvelle réglementation sur la pollution et des difficultés financières de Chrysler dues aux crises pétrolières de cette époque mettra fin à l'aventure turbine. Malgré tous ces efforts financiers et tous ces progrès technologiques étalés sur plus de 20 ans, Chrysler n'aura jamais réussi à imposer la turbine comme mode de propulsion, malgré des avantages évidents comme la grande fiabilité ou la possibilité d'utiliser divers carburants. Mais ça pourrait intéresser des clients différents, ça? Chrysler, par l'intermédiaire de son département défense, a gagné le contrat pour remplacer les M60 Patton de l'armée américaine avec son XM1 à moteur turbine au milieu des années 70. Bien que fabriqué par Lycoming, le groupe motopropulseur d'origine Chrysler possède le même principe de régénérateur et développe 1500 chevaux. Cela permet au blindé de doubler son accélération et sa vitesse par rapport à ses congénères à moteur conventionnel de l'époque. Près de 9000 chars d'assaut Abrams ont été fabriqués, dont un bon nombre est toujours en service. Une drôle de machine.